Pour cette deuxième leçon de programmation, nous allons aujourd'hui étudier ce qu'on appelle en Python les instructions conditionnelles et qui est bien connu d'Excel sous l'appellation de la fonction si. Pour pouvoir apporter différentes conditions, il est bon d'étudier un nouveau type, c'est le type booléen qui lui de son côté ne peut donner que deux informations, enfin deux valeurs possibles qui sont soit vraies soit fausses. Ce sont les deux valeurs possibles et uniques, il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a une association directe avec ce qu'on appelle l'algèbre de Boole où le vrai correspond au 1 et le faux correspond à un 0. Ce que je fais souvent comme analogie en électricité, c'est le principe que lorsqu'on a un fil électrique, soit on a un courant qui passe à l'intérieur du fil, ou bien il y en a zéro. Une autre manière de pouvoir décrire cette analogie, je vais en avoir besoin après pour la description de différentes choses, eh bien c'est avec la théorie des ensembles, où on peut dire que soit un élément se trouve à l'intérieur de l'ensemble, soit il se trouve à l'extérieur. Il ne peut pas être les deux à la fois. Alors, pour pouvoir compléter les différentes possibilités de comparaison, eh bien, on a besoin de différents opérateurs, dont la véritable égalité qui va s'exprimer, s'écrire avec non pas un seul égal, mais deux. On a vu que lorsqu'on n'utilise qu'un seul égal, en réalité, il s'agit de ce qu'on appelle l'affectation. On va dire que c'est pas toujours une égalité exacte, tandis que quand il s'agit de faire une comparaison entre deux valeurs, là, ça l'est toujours vraiment. Donc, on est en train de regarder deux variables et on compare les valeurs qui sont contenues dans chacune de ces deux variables. Alors, bon, ceci sera soit vrai ou bien faux. On peut faire la même chose avec la différence, donc avec le point d'exclamation qui va représenter la barre oblique qui barre alors à ce moment-là l'égal, puisque le symbole égal barré n'existe pas, et les grands classiques qui sont inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à. Donc ce sont toutes les conditions possibles que l'on peut examiner, savoir si cela est vrai ou cela est faux. Pour illustrer ça, j'ai un petit exemple ici, avec une erreur qui a été faite exprès. Je fais trois affectations. À x, je donne la valeur 3, à y, je donne la valeur moins 5, et je demande que z soit le calcul du produit x par y. Et je demande de me donner que vaut la valeur z. Bon, c'est facile, ça va me donner 3 fois moins 5, ça me donne moins 15. Alors, si je vais en dessous, je fais encore une affectation. Je fais t est égal à 15, où l'idée sera de pouvoir faire la comparaison entre ces deux valeurs-ci. Et je me demande si z est égal à moins t. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si je mets cette expression-là avec a égale devant, ça veut dire que a est bien de type booléen et qu'il est en train de regarder la véracité de ce qu'il est écrit à droite. Alors, il y a une erreur de syntaxe, mais oui, puisque, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, ça, le égal tout seul, correspond à une affectation et certainement pas une égalité. Donc, pour pouvoir vérifier ce que je suis en train de dire, est-ce que z est bien égal à moins t, il faut que je mette deux égales. Alors ensuite, je demande quelle est la valeur de a, et il me dit true, c'est vrai. Alors, si ça avait été faux, il m'aurait écrit false. Alors, je peux regarder le type de cette expression-ci. Type de x est inférieur, est inférieur à y. Il est de classe, en réalité de type booléen, c'est pour ça qu'il écrit classe bool. Et si je veux savoir si c'est vrai, eh bien non, c'est false, ce n'est pas vrai. On a x qui vaut 3 et on a y qui vaut moins 5. On voit bien que c'est 3 qui est supérieur à moins 5 et non pas le contraire. Alors toujours dans les opérateurs logiques, il y a les différents connecteurs qui sont non et ou, qui en anglais sont not and et or, puisque ce sont les trois mots-clés utilisés par Python
pour exprimer ce que nous écrivons en français, y compris dans l'algèbre de Boole, qui est souvent représenté par A. Il n'est pas très visible. Normalement, le nom A, c'est A avec une barre, ou alors avec un prime. Comme ici, quand on est à l'extérieur de A, il faudrait également une barre ici. On voit qu'un tout petit trait. Manifestement, sur mon PowerPoint, il n'est pas très apparent. Alors, pour A et B en algèbre de Boole, on pourra voir tout de suite pourquoi. Cela correspond à la multiplication et à l'intersection dans la théorie des ensembles. Et le connecteur OU correspond au plus booléen. On verra que, bon, que ce n'est pas un plus tout à fait classique. Et que dans la théorie des ensembles, cela correspond à l'union. Alors regardons un petit peu ce qu'il en est sur le plan mathématique avec la notion de logique. Donc je vais passer donc à la théorie des ensembles pour pouvoir bien exprimer tout ce qui peut être vu au niveau de la logique également. Cette fois-ci, la barre, on la voit bien. Ici, le A bar qui correspond au nom A. Donc on a par exemple une proposition petite a qui dit que X est un informaticien, ce qui fait que je vais considérer que A, c'est l'ensemble des informaticiens qui correspond à un domaine de véracité. Et on va voir ce qu'il en est de nom A, qui, alors à ce moment-là, exprime n'importe quelle personne, mais qui ne peut pas être informaticien puisqu'elle est en dehors de l'ensemble. Donc comme ceci. Donc si A représente l'ensemble des informaticiens, eh bien X est informaticien et Y ne l'est pas. Et alors ici, tout autour, vous avez, ça c'est juste une info que vous pouvez avoir pour ceux qui font uniquement Python. Ça a surtout l'intérêt pour ceux qui font de l'algèbre de Boole. Grand U représente l'ensemble universel. Alors, l'opérateur non correspond à, voilà, la petite barre, elle est à nouveau plus apparente, je ne sais pas pourquoi. Elle correspond donc au contraire booléen, on va dire, des différentes valeurs possibles de la variable A. A peut être égal à 0 ou à 1, et bien si A vaut 0, et bien A bar vaut 1. Tandis que si j'ai A qui vaut 1, et bien A bar vaut 0. Ça, c'est en algèbre de Boole. Eh bien, en logique, et ce sera le cas aussi donc en Python, sauf qu'il faudra traduire ça en anglais. Si A est faux, ben non A est vrai. Tandis que si A est vrai, ben non A est faux. Traduction en anglais, false, true, true, false. Ça, c'est assez facile. Voilà. Alors, lorsqu'on a affaire à deux propositions, j'ai besoin de deux propositions pour pouvoir faire apparaître deux ensembles avec lesquels je vais pouvoir faire des comparaisons avec des différents connecteurs. J'ai choisi d'utiliser grand A qui est l'ensemble des informaticiens, voilà, et grand B ce sont toutes les personnes qui travaillent sur un PC. Notez que on peut très bien travailler sur un PC sans être informaticien. Quelqu'un qui fait de la bureautique n'y connaît pas spécialement grand-chose en programmation, donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit un informaticien. Mais par contre, un informaticien, lui de son côté, il pourrait très bien travailler sur Linux ou bien sur un Mac. Voilà. Alors, du coup, on peut faire apparaître ici des différences. Ce qu'on appelle A moins B, c'est dire c'est l'ensemble des informaticiens, mais qui n'utilisent pas de PC. Donc, par tous les informaticiens qui utilisent Linux ou Mac. Tandis que ici, on a toutes les personnes qui travaillent sur PC, mais qui ne sont pas informaticiens. Donc, c'est ce que je venais de vous expliquer il y a quelques minutes. Alors voilà, on a d'une part l'ensemble des informaticiens. Ici, on a l'ensemble des personnes qui travaillent sur PC. Et bien ici, au milieu, on a l'intersection des deux ensembles qui correspond à l'opérateur et qui permet donc de trouver toutes les personnes qui sont informaticiens et qui travaillent sur PC. Voilà, donc si j'utilise ce qu'on appelle les tables de vérité, comme on avait fait tout à l'heure avec A et non A ou A bar,
eh bien, le résultat est donné par la multiplication booléenne. Vous prenez la multiplication classique, eh bien, si je fais 0 fois 0, ça fait 0, 0 fois 1, ça fait 0, 1 fois 0, ça fait 0, et 1 fois 1, ça fait 1. Rien d'extraordinaire. Alors, quel est le lien entre l'algèbre de Boole et la logique? Eh bien, c'est que quand je prends deux propositions, si je prends la proposition A et la proposition B et qu'elles sont toutes les deux fausses, eh bien, si je prends l'ensemble, eh bien, c'est faux. Il suffit que une seule des propositions soit fausse pour que le résultat final soit faux. Pour qu'on ait un résultat final vrai, il faut que les deux soient vrais. Hein. Je prends par exemple, je suis en train de rechercher un informaticien qui travaille sur PC. Eh bien, l'informaticien qui travaille sur PC, c'est simplement à la fin, la dernière ligne, tandis que ici, eh bien, j'ai un informaticien qui ne travaille pas sur PC. Donc, les deux conditions ne sont pas remplies. Idem pour les autres, surtout la première, où là, ce n'est pas du tout un informaticien et il ne travaille pas sur PC. On va dire que c'est Sidonie et Lambi qui font leur course au Deleuze. L'autre opérateur, c'est l'opérateur OU qui correspond à l'union de deux ensembles. Là, vous voyez que c'est beaucoup plus large. Si on recherchait les personnes qui n'étaient informaticiens et qui travaillaient sur PC, on était réduit à l'intersection, ce qu'il y a au centre. À cela va se rajouter la partie A-B et la partie B-A. Donc, trois parties. Pour être juste, on appelle ça plutôt des partitions. Et ces partitions ensemble permettent de pouvoir dire, si je recherche quelqu'un, soit quelqu'un qui est un informaticien ou bien quelqu'un qui travaille sur PC, peu importe l'un ou l'autre, eh bien, alors à ce moment-là, je peux trouver mon bonheur dans chacune de ces trois partitions. Et le résultat, si je regarde la théorie des ensembles, j'ai vu qu'il y avait trois régions qui étaient bonnes par rapport à une seule, la région restante, celle qui était à l'extérieur des trois partitions, qui n'était pas bonne. Donc du coup, si je fais 0 plus 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça donne 1. 1 plus 0, ça donne 1. Et c'est ici que ça marche pas très bien. Parce que quand je dis 1 plus 1 et que je dis que ça fait 1, ça fait un peu bizarre. C'est clair que si on n'était pas dans l'algèbre de Boole, dans l'algèbre classique, on aurait plutôt tendance à dire que 1 plus 1, eh bien ça fait 2. Ben, comme dans l'algèbre de Boole, le 2 n'existe pas, ben, ça ne pouvait être que 1 ou 0. Et même chose, si j'avais utilisé du langage binaire, on sait que 1 plus 1 en binaire, ça donne 10. Alors pourquoi est-ce que ça va donner 1? Eh bien, tout simplement parce que il faut regarder cela dans le sens de nouveau de courant électrique. Vous imaginez deux fils qui se rejoignent. Eh bien, dans le premier fil, il y a un courant. Dans le deuxième fil, il y a aussi un courant. Si les deux fils se rejoignent, eh bien, à la sortie, ben, vous aurez également un courant. Et c'est cela qui explique le résultat suivant. Et tout cela est peut-être plus compréhensible en logique. Si je reprends l'idée de mon informaticien et de la personne qui travaille sur PC, si je recherche soit l'un, soit l'autre, eh bien, si j'ai de nouveau Lambic ou Sidonie qui sont en train de faire leur course de l'aise, c'est clair que, bon, comme résultat, ici, je ne vais rien avoir, ni un informaticien, ni quelqu'un qui travaille sur PC a priori. Si par contre ici j'ai quelqu'un, un informaticien qui travaille, pardon, c'est pas un informaticien, c'est c'est de nouveau, bon, on va dire Lambic ou Sidonie, mais qui sont en train de faire de la bureautique sur un PC, ah bah ça m'intéressait, je suis d'accord pour dire que c'est vrai. Ici j'ai l'informaticien qui est en train de faire ses courses de l'aise, mais je veux avoir un informaticien, c'est très bien, donc j'ai là, et là, c'est le summum, j'ai les deux, donc vous avez à ce moment-là
3 vrais. Donc la différence qu'il y a avec la fonction et, pour la fonction et, il fallait que les deux soient vrais pour avoir un vrai. Ici, avec le ou, c'est le contraire, il faut avoir deux faux pour que tout soit faux. Ce qu'on exprime d'une autre manière, c'est qu'avec la proposition et, il faut que tout soit vrai, toutes les propositions soient vraies pour que, à la fin, on ait un vrai. Tandis qu'avec le ou, il suffit que d'avoir un seul vrai pour avoir des vrais en sortie. Voilà, et à cela, il faut rajouter quelque chose qui est peut-être moins intuitif lorsque on travaille aussi bien dans les ensembles, en algèbre de boules et aussi en logique. C'est la loi de Morgan, en anglais, qui est exprimée comme ceci, c'est que si je cherche le complément de l'intersection, ça donne l'union des compléments. Si par contre, si je cherche le complément de l'union, ça va me donner l'intersection des compléments. En algèbre de boules, on dit A fois B bar est égal à A bar plus B bar. Ou A plus B bar est égal à A bar plus B bar. Voilà, ça c'est pour l'aspect purement mathématique. Alors pour ce qui est de la logique et qui est également utilisé en Python, eh bien si je traduis ceci, donc non A et B est égal à non A ou non B. Vous voyez qu'il y a correspondance entre l'écriture mathématique et l'écriture logique. Également, si je fais non A ou B, eh bien cela donne non A et non B. Cela peut être important lorsque vous allez avoir des problèmes en Python et que vous devez justement faire ce type de mélange. Voilà, on revient en Python et je vous avais promis la fonction si, ben la voilà. Si certaines conditions sont vraies, alors on fait des instructions et on a fini la fonction si. Ce qui en Python s'écrit si certaines conditions sont remplies, deux points. Alors quand on fait un passage à la ligne avec un if à Python, il va alors à ce moment-là laisser un petit espace devant. C'est un espace qui correspond à 4 fois appuyer sur la barre d'espacement. Il ne faut pas le faire. Python le fait automatiquement. Et ainsi, quand on voit le code source, eh bien, on voit directement ce qui se passe avec le if. Ce qui fait que quand on va continuer à faire différentes instructions, vous voyez que j'ai mis S à instruction, eh bien, il y aura toujours ce petit décalage qui va apparaître. Si vous terminez le if, il va falloir à ce moment-là reculer de 4 cases pour pouvoir aligner le programme. On va voir ça un petit peu plus loin. Voilà, donc vous voyez ici un petit programme qui va lire un nombre, qui va dire si le nombre est pair ou impair. Voilà, on a le début du fin du programme. On lit la valeur de A, enfin on lit, c'est l'ordinateur qui le lit. Et puis alors, je cherche A modulo 2, c'est-à-dire que je cherche le reste de la division par 2. Alors, si le reste d'une division par 2 est 0, bah, ça veut dire que c'est pair. Et à ce moment-là, bon, je demande de l'écrire. Alors, je recommence en faisant un nouveau si. Si ce n'est pas le cas, si la division, le reste de la division par 2 est différent de 0, ça donnera 1 d'office à ce moment-là, et bien alors, j'écris que A est impair. Notez que c'est un petit programme qui va être largement modifié par la suite. Hein. Bon, il y a peut-être un petit peu trop de si, alors que bon, qu'un seul suffirait normalement. Alors, voyons un petit peu le programme. Alors, j'ai besoin d'une variable A. Dans cette variable A, je vais introduire une valeur. Via le texte donner un entier. Input me permet donc de pouvoir donner la valeur à l'ordinateur. Et comme cette valeur, je sais correspondre à un string, une chaîne de caractères, il faut que je le traduise d'abord en entier. Voilà, j'ai donc mon valeur A. Et puis alors, je vais pouvoir faire le test. Alors, if A mode 2 est égal à 0. Alors vous voyez bien, hein, on a le if comme mot-clé,
on a la proposition qui se trouve là, enfin toute la proposition c'est ceci, et on compare le modulo avec la valeur 0. Est-ce qu'il y a bien égalité entre les deux? Alors si c'est vrai, eh bien il va écrire A est pair. Je fais mon petit décalage en arrière cette fois-ci, je recule de 4 pour pouvoir revenir ici, et je reteste de nouveau. Si A modulo 2 est différent de 0, eh bien alors, c'est les deux points qui pourraient faire usage de alors, eh bien alors on a print que A est impair. Voilà, alors on va un peu réarranger ça avec le principe de l'exécution alternative, c'est-à-dire que au lieu d'avoir juste un si, et alors, eh bien, on peut rajouter un sinon avec la structure qui se trouve ici. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas dit que les 4 espaces qui se trouvent ici, c'est ce qu'on appelle l'indentation. Voilà, comme ça vous avez le mode vocabulaire correspondant à Python. Alors, si la condition est remplie, eh bien, on fait les instructions 1, avec le petit espace de 4, ici. Je fais un passage à la ligne, je dois reculer pour pouvoir écrire mon else. Et alors après, alors si ce n'est pas, la condition n'est pas remplie, ben alors je demande de faire autre chose. Je demande de faire les autres instructions, comme ceci. Donc on retrouve le petit programme pair ou impair. Je fais mon test. S'il est vrai, il va faire ça. S'il est faux, il va faire ça. Ce qui est écrit. Donc je donne un entier via input à A qui a été donc changé en entier. Alors je fais mon test. Est-ce que A modulo 2 est égal à 0? Si oui, il m'écrit A est pair. Sinon, il m'écrit A est impair. Toujours avec les 4 petits espaces ici. C'est pas tout. On peut encore aller plus loin en utilisant non pas un seul else, mais en utilisant plusieurs. Alors, on va d'abord commencer par les conditions imbriquées telles qu'elles sont utilisées aussi bien dans Excel et dans tous les autres langages de programmation, y compris Python, qui par la suite va être amélioré. On y reviendra après. Donc, si condition 1, si c'est vrai, alors je fais les instructions 1. Sinon, je recommence. Si ce sont les conditions 2, alors je fais les instructions 2. Et si ni les conditions 1 sont vraies, ni les conditions 2 sont vraies, alors je fais encore des autres instructions. Donc vous remarquez que à partir du moment où j'utilise un si, eh bien, si je viens rajouter un deuxième si, je vais avoir deux conditions à ce moment-là. J'ai autant de conditions que de si, mais j'ai toujours une instruction supplémentaire. Donc, si j'invente 5 si, j'aurai 5 conditions et 6 instructions, qui vont alors à ce moment-là se suivre comme ceci, avec l'indentation qui va à chaque fois devenir de plus en plus grande. Vous voyez, ici on a, si la condition 1 est remplie, on fait les instructions 1, else. If, condition 2, si les conditions 2 sont vraies, eh bien on fait les instructions 2, else, eh bien alors les instructions 3. Et quand tous les if est terminé, il faut revenir ici au début pour pouvoir faire la suite du programme. Et en fait, ce qu'on va pouvoir changer, c'est ceci. C'est le else if. On va y revenir après. Voilà. Le else if, je y deviens elif. Ce n'est que Python qui fait ça. Du else if, il en fait un elif qui permet alors à ce moment-là d'être placé au même niveau pour le if, le elif, le else, et c'est beaucoup plus agréable au niveau de la lecture où on voit alors à ce moment-là toutes les conditions qui vont se suivre ainsi que les instructions. Toujours la même chose, on a deux if, on a deux conditions et on a 1, 2, 3 instructions, donc une instruction supplémentaire. Donc le elif, c'est un mot-clé qui est vraiment réservé qu'à Python. Cette contraction
n'existe qu'en Python. Vous ne la trouvez ni en C++, ni en Java. Alors, regardons un petit peu. Le résultat qui est donné, c'est un programme très classique où l'objet est d'être capable de pouvoir résoudre une équation du second degré. Voilà. Où on a x qui est l'inconnu, a, b et c. Donc, ce sont les différents coefficients de l'équation et ils sont donnés. Ils sont donnés, en fait, c'est vous qui allez les donner, c'est-à-dire que l'ordinateur va lire A, B, C via 3 inputs. Cette fois-ci, on ne va pas choisir des entiers, mais on va plutôt demander de convertir en flottant, donc en réel. Donc A, B, C sont des réels. Et puis après, bien, il n'y a plus qu'à utiliser la recette de cuisine qui consiste à calculer les résultats pour x. Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer une valeur qui s'appelle delta. Alors, delta, lui, de son côté, il n'est pas possible pour moi de pouvoir l'écrire sous format grec dans Python. Donc, ça veut dire que je suis obligé de l'écrire en entier ou d'une autre manière, hein, peu importe. Alors, le test, c'est de savoir si delta est positif. Si vous allez voir le cours de mathématiques pour savoir comment on fait une résolution, l'équation du second degré, on sait qu'il y a 3 cas possibles pour delta, où il est positif, où il est négatif, où il est nul. Bien. Je commence par regarder le cas où il est positif. Hein, remarquez que j'ai oublié de vous expliquer ici que delta est un nombre qui est calculé via la formule b carré moins 4ac que vous retrouvez ici. Vous retrouvez ici les deux signes multiplicatifs qui représentent l'exposant, donc b carré moins 4 fois a fois c. Je fais mon test. Alors, si delta est positif, alors j'écris la valeur de delta. Je dis delta vaut ta, il vaut tant. Et je sais que dans la suite, je vais avoir besoin non pas du delta, mais de la racine carrée du delta. Et c'est pour ça que le delta doit être positif au niveau de la formule. Parce que, rappel, si delta était négatif, on ne sait absolument pas faire la racine carrée d'un nombre négatif. Alors, j'ai noté racine contient donc une valeur qui correspond à la racine carrée du delta. Notez que ce ne serait pas obligatoire. Hein. J'aurais pu très bien dire, tiens, ben, je considère que le nouveau delta est égal SQRT de delta, puisque je suis en train de jouer avec une affectation. Mais je ne le fais pas parce que la valeur du delta, je vais encore en avoir besoin par la suite. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'utiliser une nouvelle variable. Alors, pour pouvoir utiliser SQRT, il a fallu que j'aille le chercher dans le module maths, sinon il ne m'aurait rien donné, j'aurais pas pu utiliser la fonction en question. Alors, pour trouver les deux racines, il y a la racine x1, donc la première valeur qui correspond à moins b, moins donc la racine du delta sur 2a. L'autre racine, c'est moins b plus racine de delta sur 2a. Et après, bon, par un print, je peux alors à ce moment-là afficher les valeurs de x1 et la valeur de i2. Et je peux continuer alors à ce moment-là mon test. J'avais regardé ce qui se passait si delta est positif. Donc 2 points, et voilà mes instructions. Ensuite, elif. L'autre cas, c'est delta est égal à 0, s'il est nul. Bah, s'il est nul, ça veut dire que les racine de 0, ça donne 0. Il me reste à chaque fois moins b sur 2a. Il n'y a qu'une seule racine, c'est une racine double, qui vaut donc moins b sur 2a. Et je demande la seule racine double, c'est la valeur qui a été trouvée ici. Et else, bah, c'est le dernier cas possible. Si delta n'est ni positif ni nul, bah, il ne peut être que négatif. Et là, il n'y a pas de racine réelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir maintenant vous lancer dans les exercices.